Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20 h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, la déco a changé. C'est juste que ce soir j'ai un tournage de prévu où il fallait que je démonte plein de lights dans le studio, etc. Lights que j'ai pas remonté depuis un tournage précédent. J'avais pas envie de me faire chier, je me suis dit je vais me mettre dans un cadre que j'aime bien, en plus il fait beau. Donc j'ai décidé de venir tourner ici. Et c'est tout. Et oui, je suis passé chez le toiletteur il y a quelques jours. C'est un petit peu trop court à mon goût, mais je le laisserai repousser. Alors le vlog d'aujourd'hui va être assez dense parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis le dernier, beaucoup de publications de vidéos, etc. Donc j'ai beaucoup de retours à faire là-dessus, notamment, mais pas que. Et donc on va commencer tout de suite avec le format court où je parlais de la bataille de Los Angeles. Et dans les commentaires, j'ai eu énormément de gens qui m'ont dit que je survolais le sujet, ou que je ne le maîtrisais pas, ou alors ok, va pour la bataille de Los Angeles, mais vas-y débunk ça si t'es fort. Donc je vais pas le faire maintenant. Mais il y a un épisode en préparation sur est-ce que les ovnis ça existe, et c'est peut-être celui que je vais tourner ce soir si le temps se maintient. Et c'est pour ça que j'ai démonté les lights et que je suis là aujourd'hui. Ensuite, un autre truc sur lequel je vais pas m'attarder, c'est les Geek Ferries, auxquels j'ai participé le week-end dernier, qui était absolument extra. Et les gens, la team logistique est prête. Vous êtes sur YouTube, foutez le bordel! J'ai rien de plus à dire en fait. Ça, les Geek Ferries méritent vraiment leur réputation. C'est un excellent festoche. Et les orgas, je reviens quand vous voulez. Je vais pas plus m'attarder sur la question que ça parce que je viens de finir le montage de la conférence que j'ai faite là-bas. On l'a filmé avec l'aide des bénévoles et le résultat est tout à fait correct. C'est pas la meilleure de mes vidéos, mais c'est pas la plus mauvaise non plus, je pense. Donc ça fera le sujet d'un épisode, hein, parce qu'après tout le contenu s'y prête. Donc vous pourrez apprécier par vous-même l'atmosphère qu'il y avait au Geek Ferries. Quand je vais diffuser ce truc-là, je sais pas encore. Je vais voir avec les organes, on va se mettre d'accord pour diffuser ça en même temps, parce qu'eux aussi veulent le diffuser sur leurs réseaux sociaux. Voilà, mais ça fera l'objet d'un épisode futur. Pas celui de dans une semaine, ça sera sur Copenhagen Suborbitals, parce que celui-là aussi il faut que je le sorte, donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. Alors pendant les Geek Ferries est sorti l'épisode sur les microbes de l'espace, et là-dessus j'ai 2-3 petites remarques à faire, rien de dramatique, mais bon je vais les faire quand même. Donc d'abord on m'a une énième fois reproché de faire du putaclic, mais ce coup-ci on me l'a quand même plus reproché que d'autres fois. Et j'ai été amené à en discuter pendant les Geek Ferries avec les gens qui sont venus me rencontrer. Parce que j'ai déjà expliqué, hein, évidemment, dans les vlogs que j'allais continuer à faire du putaclic parce que ça ramène du monde. Mais je peux vous en donner aussi cette grille de lecture-là que je vais vous donner. C'est que si un article de presse fait un titre putaclic, il va attirer des gens. Mais si moi, je veux que les gens qui ont été attirés par ce titre putaclic puissent avoir une autre vision des choses, un peu moins sensationnaliste, il faut que je les attire avec le même titre. Parce que des gens qui ont cliqué sur un microbe extraterrestre à bord de l'ISS ne vont pas cliquer sur une vidéo qui s'appelle « Débunkage de la prétendue information au rapport aux micro-organismes présents dans la Station Spatiale Internationale ». Ils ne vont pas aller voir ça. Donc il faut que je fasse un titre tout aussi putassier que ceux que j'essaye de démonter. C'est pas comme si je me répétais pas régulièrement, mais j'arrêterai de faire du putaclic quand les autres en face n'en feront plus, quand ce ne sera plus nécessaire de contrer les fake news par du putaclic. Bon, alors il y a une coquille qui s'est glissée dedans, mais vous avez été nombreux à la relever en commentaire, parce que ça faisait une incohérence totale. C'est je dis que le filtre de l'ISS a été changé en 2001, alors qu'il était en service depuis 2008. Mais il a été changé en 2011, alors qu'il était en service depuis 2008. Mais bon, voilà. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail que j'ai trouvé intéressant, mais ça a été le seul. Donc, est-ce qu'il n'y a que lui qui s'en est rendu compte? Est-ce que c'est que lui qui a mal compris le truc ou que je ne sais pas? Mais du coup, je vais revenir quand même dessus. À un moment dans la vidéo, on voit des images d'archives, et parmi les images d'archives, on voit une bulle verte avec des bulles dedans. Une bulle d'eau avec des bulles d'air. Et ça, c'est pas une image d'époque, ça c'est une image d'illustration. Je l'ai réutilisé parce que j'ai trouvé absolument aucune photo des blobs dont il était question. Mais pour moi, c'était clair que c'était une image d'illustration, ça se voyait. Donc le monsieur qui m'a envoyé le mail, il a dit attention, l'image là, c'est pas une vraie image. C'est une image qui vient de l'ISS où ils ont mis un produit effervescent dans de l'eau avec du colorant pour voir. Effectivement, c'est juste une image d'illustration qui n'a rien à voir. Mais moi, ça me paraissait évident.
Si ça n'était pas évident pour vous, ou si vous avez cru que c'était un vrai blob, non, c'était pas un vrai blob. C'est peut-être une erreur de ma part de ne pas l'avoir précisé, je ne sais pas. Le blob qu'on voit à un moment, et d'ailleurs qui fait la miniature, ce n'est pas un vrai blob. Hein. C'est une expérience dans l'ISS avec de l'eau effervescente. Enfin, avec un produit effervescent dans l'eau, quoi. Voilà. Donc je me suis dit, je vais quand même préciser ça au cas où, parce qu'il y a une personne qui me l'a fait remarquer par mail. Maintenant, du coup, je ne sais pas si c'est juste tout le monde qui a cru que c'était vraiment le blob, ou lui qui était le seul à ne pas voir que ça l'était, je ne sais pas. Moi, j'avais vu tout de suite, en cherchant les images d'archives, que celle-là, bon, c'était une image d'illustration. Bon, voilà, la parenthèse est fermée. Bon, alors, juste avant la diffusion de cet épisode, j'ai annoncé dans l'onglet communauté sur YouTube que j'avais ouvert un Utip. Beaucoup de gens me l'ont demandé, et j'en ai parlé dans le dernier vlog en disant que bah, c'est en version alpha, j'ai fait la demande, c'est pas ouvert et tout. Et comme quoi, beaucoup de gens regardent ma chaîne, il y a le big boss de Utip qui m'a envoyé un mail, qui m'a expliqué qu'il aimait bien ma chaîne et qu'il était prêt à m'ouvrir ce Utip, machin, si ça m'intéressait. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai annoncé. Et simplement en l'annonçant dans l'onglet communauté, en 3 jours, m'ont été fait 600 € de dons, avec des gens qui ont regardé les pubs, hein, à 5 centimes la pub, ça fait des courageux. Donc merci beaucoup à vous tous, hein, comme d'habitude, hein, parce que cet argent va être quasi intégralement bouffé dans le tournage de la prochaine vidéo, qui n'arrive pas tout de suite, c'est une grosse vidéo, je vous en dis pas plus, mais elle va me demander un peu de budget, et celui-là va être englouti a priori. Donc du coup, merci, parce que j'avais prévu de sortir ça de ma poche. Donc juste au cas où il y en a qui sauraient pas, Utip, c'est comme Tipeee, sauf que vous n'avez pas besoin de donner d'argent, il suffit de regarder des pubs pour que le youtubeur touche du fric. Donc voilà, c'est en description de la vidéo, si vous avez quelques minutes à perdre. Ensuite, il y a eu aussi la vidéo unboxing la semaine dernière, et celle-là, je vous avouerai que j'étais un petit peu anxieux au moment de sa diffusion. Elle n'est pas un peu sombre l'image là, je vais rajouter quelques ISO. C'est peut-être un peu trop là. On va dire un truc comme ça. Donc, j'étais un petit peu anxieux quand j'ai balancé cette vidéo. Enfin, anxieux, c'est pas le mot non plus, mais je me suis dit, je vais me faire défoncer avec tous les rageux qui vont venir dire ça y est, Arnaud Thierry, il fait plus que des conneries, c'est plus une chaîne scientifique, machin, c'est un vendu, c'est un commercial, c'est un machin. Et en fait, cette vidéo a été extrêmement bien reçue. Alors évidemment, il y a eu 2-3 commentaires comme ça, mais c'était ultra minoritaire. La vidéo a été vraiment très bien reçue. Et donc, je suis content. Ce qui me fait me dire qu'évidemment il y en aura d'autres à l'avenir. D'ailleurs, depuis la diffusion de cette vidéo, ma boîte postale a de nouveau été bien remplie, donc il y aura de toute façon d'autres vidéos à l'avenir. Au cas où, c'est de quel côté? Ouais, c'est là, je vous remets l'adresse de la boîte postale pour ceux que ça intéresse, hein, au pire si vous voulez m'écrire. Et donc je suis très content de la réception de cette vidéo, d'autant plus que à côté, les formats courts sont toujours autant sujets à polémique dans les commentaires. On va en reparler dans une seconde, mais il faut quand même juste que je vous raconte encore quelque chose à propos de cet unboxing. À propos de la miniature. Donc la miniature, on voit hein, des morceaux de lave qu'on m'a envoyé. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que pour la rendre un peu plus putassière, déjà que le titre est bien putassier, mais enfin, il est réglo, quoi. C'est ce qui se passe dans la vidéo. Je me suis dit, est-ce que je mets un mec en combi inifugé, enfin combi isolante comme ça en train de sonder la lave, ou carrément est-ce que je mets une loupiette dans un carton, je l'ouvre et je fais au-dessus avec la lumière qui m'éclaire d'en dessous. Mais je me suis dit, ça va être trop putassier, je vais me faire défoncer. Donc je ne l'ai pas fait, mais ça m'a traversé l'esprit. Mais je me suis dit, non, faut pas que j'abuse. Voilà, c'était juste pour la petite histoire. Ensuite, il va falloir qu'on reparle un petit peu plus longuement du format court qui est sorti lundi, là, où j'ai notamment expliqué que la conquête spatiale, c'était mort. Comme je m'y attendais, je l'ai d'ailleurs dit dans la vidéo, comme je m'y attendais, j'ai eu affaire à ce que donc j'appelle le syndrome du rêve brisé. J'en reparlerai dans de futures vidéos. Il y a des tas de gens qui sont tellement accrochés à l'idée d'aller dans l'espace qu'ils refusent de voir la réalité en face. Je ne vais pas le dire autrement. Et avant qu'on m'accuse d'être un gros pessimiste ou défaitiste ou quoi, comme je l'ai vu dans les commentaires, je voudrais juste préciser quelque chose. Les gens, je suis astronogeek, des mecs passionnés d'astronomie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sur Terre espère vraiment plus que moi de rencontrer des extraterrestres, qu'un jour ils nous contactent, ou qu'on aille sur Mars, ou qu'on découvre un moyen de propulsion qui nous permette de voyager jusqu'à d'autres étoiles. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a plus que moi envie de voir tout ça de son vivant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a plus que moi envie qu'on découvre des bactéries sous la glace d'Europe ou des traces de vie sur Mars ou qu'est-ce que j'en sais. Ça serait absolument formidable de mon point de vue. J'ai très envie que ça arrive. Mais c'est pas parce que j'ai envie que ça arrive que je décide de me mettre des œillères et de ne voir que les arguments pour en oubliant tous les arguments contre. Je suis forcé de constater avec un minimum d'esprit critique
que la conquête spatiale, c'est mort. Je dis pas qu'on n'ira pas sur Mars au 25e siècle. Hein. Je sais pas de quoi sera fait la technologie ou l'économie mondiale dans un pareil laps de temps. Ça, je peux pas le dire. Par contre, de notre vivant, dans les décennies à venir, je peux affirmer que Mars ou ces trucs-là, c'est mort. Même si ça m'attriste de constater ça, je suis bien forcé de le constater parce que je suis réaliste. Et encore une fois, qu'on ne me fasse pas de procès d'intention. J'ai très envie que ça arrive. J'ai très envie de rencontrer des extraterrestres. Mais c'est pas parce que j'ai très envie de rencontrer des extraterrestres que à la première lueur que je vois dans le ciel, je me dis « Oh putain, c'est une soucoupe volante ». À un moment, il faut savoir garder les pieds sur terre. Et voir uniquement ce qu'on veut voir, ça a un nom, ça s'appelle du cherry picking. Il y a un argument en faveur de ce que vous défendez. Ah ben vous l'avez vu celui-là, il n'y a pas de problème, vous avez très envie, etc. Il y a un argument contre. Ah ouais, mais il est biaisé, ça va pas le faire. C'est pas comme ça qu'on raisonne. On peut pas rejeter en bloc tout ce qui ne va pas dans son sens. Et encore une fois, j'espère tellement que tout ça va arriver. J'espère tellement qu'Elon Musk va aller sur Mars. J'espère tellement que toutes ces histoires d'ovnis, c'est vrai. Mais en les analysant un peu, je me rends compte que bof, hein. Vraiment, j'ai rien de concret. Mais bon, c'est le sujet de la vidéo que je vais tourner ce soir, donc je vais pas, encore une fois, je vais pas plus m'attarder sur le sujet. Mais j'ai quand même envie de répondre à quelques commentaires qu'on m'a laissés sous cette vidéo pour vous montrer que on attaque plus ma personne que mes arguments. C'est pour ça que je dis c'est un peu le syndrome du rêve brisé. Je trouve que c'est des gens qui, plutôt que de défendre leur opinion, essayent de démonter la mienne. Alors j'ai relevé quelques commentaires, mais j'ai pas relevé les noms, tout ça. J'ai fait des copier-coller de quelques passages qui me paraissaient intéressants à relever. Et je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, il y a un commentaire qui dit que la conquête spatiale, statistiquement, il existe une chance que ça se produise. Ouais, tout comme il existe une chance que je devienne un jour PDG de McDo. La probabilité que ça arrive est non nulle. C'est pas pour autant que ça va arriver. Ça c'est un sophisme, hein, on va pas le dire autrement, c'est pas un argument. Ensuite, on m'a aussi accusé de faire preuve de fermeture d'esprit. Genre, c'est de la fermeture d'esprit de ne pas croire à la conquête spatiale, oui. Mais c'est aussi de la fermeture d'esprit de ne pas croire à l'homéopathie et aux licornes, alors à ce moment-là. C'est pas parce que j'ai envie d'y croire que je dois accepter tous les arguments qu'on m'expose par pur relativisme. Ah, ça va dans le sens que je veux, ah bah parfait. Non, c'est plus compliqué que ça, malheureusement. Ensuite, il y a des tas de gens qui me citaient une citation qui disait ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ou alors il y a un mec qui me dit un jour des fous ont cru pouvoir voler et puis aujourd'hui on fait des vols 0G, machin. Non, ça c'est de la philosophie de comptoir. Les gens qui font quelque chose, c'est parce qu'ils savent que c'est possible, pas parce qu'ils ignorent que c'est impossible. Quand Christophe Colomb a traversé l'Atlantique, il n'ignorait pas que c'était impossible, il savait que c'était possible, il savait que la Terre était ronde et qu'il allait tomber sur un truc. Bon, il a eu beaucoup de chance parce qu'il a fait des grosses erreurs de calcul et tout, mais il savait où il allait. Les gens qui les premiers ont inventé des avions, ils connaissaient les lois de Bernoulli. Bernoulli, c'était, je vais peut-être dire une connerie, mais c'était Louis XIV, Louis XV, allez, on va dire Louis XVI, allez, histoire d'être large. Mais on savait ce que c'était que la portance. Et puis, quand on veut inventer un avion, on part pas de rien, on voit les oiseaux qui volent. On se dit, ok, si eux ils y arrivent, pourquoi pas nous? Je veux dire, les oiseaux ne font pas appel à un truc surnaturel pour voler. Et si on part de ce constat-là, on se dit, il suffit de fabriquer un gros oiseau, de se mettre dedans et ça vole. Et en plus, avant, il y avait les aérostats, enfin bon, bref. Pour le moment, on ne peut pas constater la même chose avec la conquête spatiale. Il n'y a pas des animaux qui le font spontanément, alors il nous suffit de nous dire, on n'a qu'à faire comme eux. Non, la conquête spatiale, pour le moment, moi je vois rien. Alors que celui qui a inventé l'avion, il avait vu plein de choses voler avant. Il n'y a qu'à regarder les premiers schémas des prototypes d'avions, de ce qui n'était pas encore tout à fait des avions. Ils essayaient tous de copier les ailes des oiseaux. C'est bien qu'ils avaient conscience qu'il y avait qu'à faire ça, quoi. Ensuite, on m'a reproché ma phrase que la NASA et Elon Musk étaient plus forts en com qu'en colonisation spatiale. Mais les gens, je constate. Ils font beaucoup parler d'eux, hein, ça, il n'y a pas à dire. Mais concrètement, ils font quoi? Depuis la Lune, on ne s'est pas éloigné de plus de 400 km de la Terre et tout ce qu'on a pour le moment en orbite, c'est un F3. Il n'y a pas d'hôtels spatiaux, il n'y a pas de base sur la Lune, on a une boîte de conserve en orbite qui rendrait claustro la plupart d'entre vous. Voilà, il n'y a rien, quoi. Et alors Elon Musk, on aime bien m'expliquer à quel point c'est un génie visionnaire et tout. Je voudrais juste remettre un petit peu les choses en parallèle. Donc Elon Musk, il a fait quoi? Il a balancé quelques satellites en orbite. Ok, d'autres l'avaient déjà fait. Il a ravitaillé l'ISS.
Bon, d'autres l'avaient déjà fait. Il a fait se poser une fusée toute seule. C'est pas mal. Technologiquement parlant, c'est pas mal. Il fait revenir le premier étage de sa fusée qui se pose sur une barge de manière très précise. Ok, je salue la performance technologique. Mais je voudrais juste vous parler d'un vieux vaisseau spatial qui a plus de 40 ans, je crois maintenant, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle la navette spatiale américaine. Et la navette, c'est pas un nom qui sort de nulle part. Une navette, c'est quelque chose qui va d'un point A à un point B et qui revient. Hein. C'est pour ça qu'il y a des bus qui s'appellent des navettes. Trop de moustiques dans le coin. Et la navette spatiale, en termes de réutilisation, je trouve qu'on est pas mal par rapport à Elon Musk. Elon Musk, il fait quoi? Il récupère son premier étage, le deuxième est perdu en orbite, et voilà. La navette spatiale, on récupère la navette, on repêche les 2 boosters qui descendent bon, sous des parachutes et dans l'océan, bon, mais ils reviennent quand même, et on perd le gros réservoir orange ventral. En termes de récup, je trouve qu'on est pas mal, pour une capacité d'emport qui est supérieure à celui de la Falcon 9. Je trouve que, bon, pour le moment, il n'a rien fait de si révolutionnaire. Certes, bon, les trucs qui se posent tout seuls, c'est impressionnant, c'est machin, mais ça apporte pas grand-chose au schmilblick. Je veux dire, il les dropperait dans l'océan sous un parachute, bah ça marcherait aussi. Et puis vous savez, on aime bien dire que il baisse les coûts des lancements, etc. Oui, enfin, SpaceX, aux dernières nouvelles, ils sont bien en déficit. Heureusement que Elon Musk il a ses autres entreprises pour égaliser un petit peu le truc. Mais si demain les décollages de SpaceX étaient faits de manière rentable, bah, les prix seraient largement supérieurs et ils gagneraient pas. Les prix seraient pas aussi bas, quoi. Voilà, donc c'est un mirage. Aux dernières nouvelles, je maintiens ce que j'ai dit. Ils sont très forts en com, hein, on entend parler d'eux tout le temps. Mais en colonisation spatiale, ils n'ont rien fait de tout ce qu'ils avaient annoncé. Alors on va me dire, oui, mais il y a plein de projets en route, ça vole pas. Oui, mais la Falcon Heavy, elle a volé une fois, très bien, j'attends la suite. J'attends les voyages jusqu'à Mars avec la Falcon Heavy, vu que c'était ça le propos. Il était question qu'elle pouvait envoyer je sais plus combien de tonnes directement en orbite martienne. Allez-y, j'attends que ça. Mais pour le moment, c'est pas fait. Ensuite, dans le genre sophisme, il y a cette citation qui était belle aussi. Une utopie n'est pas une chose irréalisable, c'est une chose qui n'a pas encore été réalisée. Oui, comme moi, patron de McDo. C'est pas un argument. Ensuite, il y a quelqu'un qui me dit que dans une centaine d'années, les ressources en métaux de la Terre seront épuisées et donc il faudra bien éliminer les astéroïdes. Non, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ça, on va revenir un petit peu en arrière et les 30-quarantenaires sauront probablement de quoi je parle. Parce que quand moi j'étais jeune, on m'expliquait qu'à l'aube des années 2000, il n'y aurait plus de pétrole. Les ressources allaient être épuisées et il allait falloir trouver un autre moyen de propulsion. Après, on nous a dit que ça serait les années 2010, ensuite on nous a dit que c'était les années 2020, et puis on est à l'aube des années 2020, on n'a jamais eu autant de pétrole. Où se trouve l'explication? En fait, c'est extrêmement simple. Le pétrole, s'il se raréfie, il prend de la valeur. Le baril, aujourd'hui, est beaucoup plus cher que ce qu'il était il y a 30 ou 40 ans. Et il y a quelques années, on a ouvert en Alaska des exploitations des sables pétrolifères. Les sables pétrolifères, c'est des sables mélangés au pétrole. Extraire de l'essence ou n'importe quel autre, enfin le pétrole simplement de ça coûte une blinde. Et c'est pour ça qu'on ne les a jamais exploités avant. Donc on considérait que c'était une ressource inaccessible. Mais avec le prix du pétrole qui a augmenté, l'exploitation de ces sables pétrolifères est devenue rentable. Donc on les a exploités. Et donc on s'est retrouvé avec des ressources de pétrole qu'on n'avait pas avant. Et du pétrole, il y en a encore, enfoui très profondément sous terre. Et si le prix augmente encore, on aura l'argent pour aller le chercher et que ce sera rentable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de pétrole, en fin de compte. Même avec tout ce qu'on a déjà cramé. Les métaux, c'est pareil. Déjà, il faudrait voir à pas oublier qu'après la caillasse, le fer, c'est quand même ce qu'on trouve de plus courant dans la croûte terrestre. Hein. Les prix vont augmenter avec la raréfaction des minerais, ce qui rendra leur exploitation sur Terre d'autant plus rentable. Des exploitations qu'on ne fait pas aujourd'hui parce qu'on les juge pas rentables, justement. D'ici à ce qu'on améliore notre technologie pour aller dans l'espace, faut pas croire que les excavatrices, elles vont rester en plan. Le temps qu'on ait la technologie pour aller miner des astéroïdes, je vous garantis que les excavatrices basiques sur Terre, elles ont aussi fait de sacrées avancées, elles seront beaucoup plus rentables, elles seront beaucoup plus intéressantes, etc. Donc ça sera toujours plus intéressant de creuser un trou de 3 km de profondeur pour aller chercher du fer sur Terre que d'aller le chercher sur un astéroïde. Parce qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que pour aller dans l'espace, il faut une certaine quantité d'énergie. On n'y échappera jamais. Ça, c'est la physique. Pour mettre une certaine quantité de matière en orbite, il faut l'accélérer à 8 km/s. Ça demande une quantité d'énergie finie en dessous de laquelle on ne pourra jamais aller.
C'est comme une voiture, on n'aura jamais une voiture qui ne consomme rien, parce que pour déplacer une masse, pour lui imprimer une vitesse, il faut consommer de l'énergie. Même avec un rendement de 100%, cette quantité d'énergie n'est pas nulle. Et bien pour aller dans l'espace, il faudra toujours plus d'énergie que pour faire tourner une excavatrice sur Terre. Et donc, le jour où il n'y aura plus de fer n'est pas arrivé. N'est vraiment, vraiment pas arrivé. D'ailleurs, à ce propos, il ne faut pas oublier qu'il y a des tas de projets spatiaux, tout ça, qui chient juste sur les lois de la physique. Et alors, il y a régulièrement des gens qui me disent « Oui, mais les lois de la physique, elles évoluent, on va peut-être découvrir des trucs dans le futur et tout. » D'accord, mais on ne va pas tout foutre par terre. Un exemple qu'on me donne souvent, c'est regarde, Newton, il nous a dit des choses et finalement Einstein est arrivé derrière et il a changé ce qu'on croyait savoir. Non, il a apporté un complément. C'est-à-dire que Newton, c'est toujours vrai, on l'enseigne toujours à l'école. Einstein a juste expliqué le pourquoi du comment. Mais Newton est toujours valable. Après, Newton, c'est pas valable dans des cas extrêmes, avec des masses très importantes, ou des très grandes vitesses, ou des très grandes échelles, etc. Einstein apporte la réponse à ces questions. Et là où il y a encore des zones d'ombre, il y aura un complément qui arrivera, mais ce qui n'empêchera pas que les règles établies maintenant seront toujours valables à nos échelles. Et c'est pour ça qu'on ne se retrouvera pas demain avec quelque chose qui viole les lois de la physique telles qu'on les connaît maintenant. Et en ce sens, tout ce qui est ascenseur spatial, spacehook et tout ce que décrit Léo, ça n'arrivera pas. Parce que selon les lois de la physique, c'est impossible. Tout simplement. C'est triste de se dire qu'un ascenseur spatial n'existera jamais sur Terre. J'aurais bien aimé qu'un jour on puisse en faire un. Mais mon désir de voir ça se réaliser n'est pas plus fort que mon désir de connaître la vérité, la réalité des choses qui m'entourent. Vivre dans ses rêves, ça fait pas avancer le schmilblick. Tous les gens qui me disent « Ouais, mais il y a des gens, on leur a pas dit que c'était impossible, alors ils ont fait avancer la conquête spatiale. » Non, non. Eux, ils vivaient dans le monde réel. Ils vivaient pas dans le monde où on peut chevaucher des licornes en balançant des éclairs. Non. Ils vivent dans le monde réel et ils se fient aux lois de la physique pour réaliser tout ça. Après, j'ai un commentaire que j'aime bien, c'est « Je préfère écouter la NASA que des mecs qui pensent savoir ». Alors bon, vu le smiley qu'il y a derrière, je me dis c'est peut-être un troll, mais n'empêche que ça s'appelle un argument d'autorité. Et donc, si tu n'es pas un troll, j'imagine que tu écoutes aussi ce que dit la télé. Parce qu'après tout, la télé, c'est de quoi elle cause. Et du coup, je pense aussi que tu as voté Macron. Je donne ce commentaire, même si je pense que c'est un troll, parce que c'est une bonne introduction pour le commentaire suivant, qui dit, comme le disait Stephen Hawking, l'avenir de l'homme est dans les étoiles. Ah ben si Stephen Hawking l'a dit, je suis d'accord avec Stephen Hawking. L'avenir de l'homme est dans les étoiles. Ça veut juste dire que s'il reste sur Terre, il n'a pas d'avenir. Et ça veut dire aussi que si l'avenir de l'homme est dans les étoiles, c'est pas dans les décennies à venir. Donc ceux qui sont persuadés qu'un jour ils vont faire du golf sur Mars, laissez tomber, c'est mort. Je dis pas qu'au XXe siècle, les choses n'auront pas changé. Peut-être qu'on aura découvert une source d'énergie quasi illimitée. Peut-être qu'il y aura de nouveau une guerre froide qui fera que... Mais là, tout de suite, c'est mort. Ensuite, j'ai un commentaire qui dit, en substance, on peut faire un parallèle entre la situation des années 60 et la situation actuelle en remplaçant l'URSS par la Chine. Les États-Unis, de leur côté, ont bien conscience de cette rivalité de plus en plus forte, et il me semble impossible qu'ils ne tentent pas de réagir aux progrès et aux ambitions spatiales chinoises et engager alors une nouvelle course vers l'espace. Non. Alors toi qui as écrit ce commentaire, je ne sais pas si tu es assez vieux pour avoir vécu la guerre froide, moi non, mais je l'ai longtemps étudié parce que j'ai beaucoup étudié l'histoire de l'URSS. Et la guerre froide, c'était une course à l'armement. C'est une période où on avait la capacité de détruire intégralement plusieurs fois la Terre. Je ne vois pas l'intérêt de pouvoir la détruire plus qu'une fois, mais on en était capable. C'est la crise des missiles de Cuba. C'était en fin de période de grande tension. Pas juste t'es pas mon copain. C'est de nouveau un peu sombre là. Aujourd'hui, avec la Chine, c'est beaucoup plus détendu, même avec Trump qui essaye de piquer tout le monde, c'est beaucoup plus détendu. Et surtout, il n'y a pas de conflit idéologique. Parce que la Chine, elle a beau se revendiquer communiste, j'ai jamais vu un pays communiste aussi capitaliste. Si la Chine veut aller sur la Lune, très bien, bon, ils y sont pas encore. Je pense qu'ils sont bien partis. Mais ils y sont pas encore. Moi, j'attends de voir, c'est toujours pareil. Et quand bien même ils vont aller sur la Lune, ils vont pas pouvoir dire « Ah, on est supérieur et tout ». Parce que les États-Unis, ils ont juste à dire « Ouais, nous, on l'a fait il y a 50 ans, t'as rien inventé ». C'est ce que je disais, je ne sais plus dans quel épisode ou quoi, tant qu'il n'y aura pas de vrai conflit idéologique, il n'y aura pas de course à l'espace. Et la Chine, pour le moment, n'est pas suffisamment en grippe avec les États-Unis pour justifier cette course à l'espace. Il y a une citation qui dit « Amicus Plato, sid magis amica veritas ». J'aime Platon, mais j'aime mieux la vérité. Et vous savez de qui elle est cette citation? D'Aristote. Aristote, c'était un élève de Platon. Et Platon, lui... Alors, on reproche beaucoup de choses à Aristote. Alors c'est vrai que c'était un très mauvais physicien ou scientifique. Par contre, c'était un excellent logicien.
Ça, on ne peut pas lui enlever. Son erreur, c'était de penser qu'on pouvait expliquer le monde entier juste par la logique. Bon. Mais n'empêche, il a dit ça, ça veut dire j'aime Platon, mais j'aime mieux la vérité. Parce que Platon lui avait enseigné certaines idées avec lesquelles il n'était pas d'accord, parce que tout lui montrait que Platon avait tort. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il aimait bien Platon, c'était son maître, etc. Donc il avait confiance en lui. Mais s'il avait une preuve que Platon avait tort, il n'avait aucune raison de le croire. Et si je vous dis ça, c'est que j'aime bien la NASA. J'aime bien l'idée qu'on ne soit pas seul dans l'univers. J'aime bien l'idée qu'on puisse un jour rencontrer des extraterrestres, aller visiter d'autres étoiles, etc. J'adore cette idée. Mais je me rends compte aussi que tout me laisse à penser que c'est pas demain la veille. Si je vis jusqu'au 25e siècle pour le voir, bon ben, ok. Mais du vivant d'un homme, il faudrait vraiment que la situation géopolitique mondiale change du tout au tout. Et là, il n'y a rien qui montre que c'est ce qui va arriver. Donc je suis désolé les gens, mais vos arguments n'arrivent pas à me convaincre que les choses vont changer. Et encore une fois, je pense que c'est juste du réalisme, pas du défaitisme. Si vous voulez, faites des dons sur Tipeee jusqu'à ce que je devienne milliardaire, et moi aussi je lancerai mon entreprise spatiale, et je pourrais vous dire de l'intérieur si c'est réalisable ou pas. Hein. Il n'y a pas de problème. Le lien est en description de la vidéo. Bon allez, ce vlog est déjà très 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 long, beaucoup trop long, donc je vais arrêter, mais je vais juste dire une dernière chose. Pour le format court, si vous l'aimez pas, putain, le regardez pas. Bon, j'ai 95% de pouces bleus, donc je me soucie pas du fait qu'il est bien reçu ou quoi, mais il y a toujours tellement de gens qui disent que c'est de la merde. Et pourquoi vous le regardez? Pourquoi vous le regardez? Pourquoi vous vous faites du mal comme ça? Enfin voilà. Bon allez, stop pour aujourd'hui, j'en ai déjà assez dit, je vous retrouve donc vendredi prochain pour le prochain épisode, lundi pour le prochain format court, et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la revoyure.